Le journal sur RFM. RFM Midi. Barthélémy Ngom. Au lendemain de l'accident survenu à Yamong, mobilisation presque générale des agents de santé de la région de Kaffrine pour la prise en charge des blessés, évacués au district sanitaire de Koungheul et à l'hôpital de Kaffrine. Plus de 100 poches de sang déjà collectées. L'accident a fait 14 morts, 12 corps déjà identifiés. Le chef de l'État, dans un tweet, présente ses condoléances aux familles éplorées suite à cet accident. Le président Faye dit avoir instruit tous les services concernés pour apporter soutien et assistance aux blessés. Il appelle par ailleurs les acteurs du transport routier à plus de prudence et au respect du code de la route. Rapport 2022 de l'OFNAC, le riz de Mansour Faye revient dans l'affaire de la gestion des fonds force Covid-19 qui avait mobilisé 1000 milliards. Le ministère du Développement communautaire dirigé à l'époque par Mansour Faye était chargé de l'acquisition de vivres et autres produits. Mais les auditeurs de l'OFNAC pointent la gestion de Mansour Faye. Il se défend lui-même. Vous l'entendrez, il dit n'avoir pas enfreint la loi. Loi portant baisse du coût du loyer. La commission mise en place à cet effet peine à assurer le suivi faute de moyens financiers. À ce jour, près de 3500 plaintes de locataires ont été déposées sur la table du procureur de la République. En politique, Tahaou Sénégal et le Parti Socialiste, ça travaille en coulisses pour un rapprochement. Khalifa Sall et Aminata Mbengue Ndiaye rapportent la presse de ce matin se sont vus. Ces retrouvailles en vue de la famille socialiste vue par des analystes politiques. Ils se sont confiés à Seydou Nourouba. Il sera là, Georges Dekedio pour le journal international, Malal Diagne Junior pour les actualités sportives et Mohamed Ali Mouba pour une lecture de la presse du jour. Point de vue, recrudescence des accidents de la route. Quelle solution pour arrêter l'hécatombe? Le prétexte, l'accident de Yamong dans le Koungheul qui a fait plus de 10 morts. Débat avec nos deux intervenants en fin de journal. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Aliouba est à la technique de ce journal. Les blessés de l'accident survenu à Yamong hier, 28 sont pris en charge au district sanitaire de Koungheul, 26 autres à l'hôpital régional de Kaffrine. Sur les 14 morts, 12 ont été déjà identifiés. Le docteur Eladji Malik Nyang, médecin-chef du district sanitaire de Koungheul, annonce que 135 poches de sang ont été déjà collectées. Le point à Koungheul et à Kaffrine avec Ndeye Awabey. Pour le médecin-chef du district sanitaire de Koungheul, 28 blessés ont été pris en charge à Koungheul, 135 poches de sang ont été mobilisées. 28 sont pris en charge au niveau du centre de santé. Le district a mobilisé les ambulances, a mobilisé également le personnel de santé. Le dispositif également a été renforcé par 2 ambulances de Kaffrine, 2 ambulances de Malem Hodar avec le personnel, 2 ambulances de Sami. Nous avons reçu également 2 ambulances avec leur personnel de Tambacounda. Donc nous avons collecté également 135 poches au niveau du Koungheul pour vraiment améliorer la qualité de la prise en charge. Docteur Eladji Malik Niang précise que 12 corps ont été identifiés. Pour les 14 corps sans vie, les 12 ont été identifiés. Les parents sont là pour les fins d'inhumation. Les 2 ne sont pas encore identifiés. Je pense que leurs parents viendront d'un moment à l'autre. Selon Dr Ibrahim Sow, chirurgien orthopédiste à l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, ils ont reçu 26 blessés et les victimes ont été bien prises en charge. La prise en charge est organisée au niveau du SAU principalement, donc et au niveau du bloc opératoire. Nous avons reçu au total 26 patients, dont 9 enfants, 2 blessés graves et 3 fracturés, donc des fractures simples. Maintenant, pendant la nuit, nous avons eu à opérer les 2 patients qui avaient présenté des traumatismes ouverts des membres supérieurs. Maintenant, pour les 3 qui restent, nous avons prévu de les opérer ce matin. Mais globalement, la situation elle est stabilisée, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de malades en difficulté. Donc il n'y a pas de malade en réanimation. Donc la situation est sous contrôle. L'accident qui s'est produit vers 19h à Yamong dans le département de Koungheul a fait 68 victimes, dont 14 morts, 10 blessés graves et 44 blessés légers. Ndeye Awabey, Kaffrine, Radio Futur Média. Ndeye Awabey, le chef de l'État, dans un tweet, présente ses condoléances aux familles éplorées suite à cet accident. Le président Bassirou Diomaye Faye dit avoir instruit tous les services concernés pour apporter soutien et assistance aux blessés. Il appelle par ailleurs les acteurs du transport routier à plus de prudence et au respect du code de la route. Le président Faye dit avoir instruit les services de l'État à veiller au respect des normes techniques des véhicules et des règles de sécurité routière. Nous allons justement débattre de la recrudescence des accidents de la route dans la rubrique Point de vue tout à l'heure donc avec nos 2 intervenants. Midi bientôt 6 minutes, la suite du journal avec la rétention des données sanitaires, une forme de lutte syndicale qui a un impact réel sur les politiques de santé.
l'État, les programmes ou encore les organisations internationales ont du mal à avoir à leur disposition des informations exhaustives sur pas mal de situations. Et les syndicalistes de la santé se disent déterminés à poursuivre cette forme de lutte. Au même moment, les experts appellent à des concertations avec tous les acteurs pour une sortie de crise. À Wambaye. La rétention des données sanitaires, une alternative à la grève qui fait souvent souffrir les malades, les usagers des structures de santé. Mbalo Diatiam, secrétaire général du SUTSAS et coordonnateur de Andegesem. Nous avons préféré qu'on ait cette lutte avec la grève des données. Donc la rétention de l'information sanitaire. Et ce n'est pas pour la première fois. Vous avez vu Eva Cole quand elle venait la première fois avec Wade, elle s'est confrontée à cela. Moudi Diagne Fada aussi, tout comme aussi donc les autorités présentement. Cette rétention des données sanitaires a un impact sur les politiques de santé, mais Mbalo Diatiam pense qu'il faut s'intéresser aux causes et non aux conséquences. Les accords sont tout le temps signés mais jamais respectés. La rétention n'est qu'un mode résiduel de tout ce package-là qu'on a étalé en son temps. On a eu 11 plans d'action. Malheureusement, dans ce pays-là, quand on dépose un préavis de grève, on fait tout, on ne fait rien pour empêcher la grève. Et quand on est en grève aussi, on manœuvre. Et ensuite, si les gens sont fatigués, on est dans le dilatoire. Voilà, on est dans ce cercle vicieux-là. Je pense qu'il est temps qu'on arrête ce cercle vicieux-là. Expert en santé publique et enseignant à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, le professeur Issa Wan estime qu'il faut réviser le système d'information sanitaire pour s'adapter et organiser une concertation entre acteurs pour une sortie de crise. Je crois que tous les acteurs de santé doivent se mobiliser. Les syndicats sont partie prenante, évidemment. Bon, le gouvernement est partie prenante, les professionnels sont partie prenante, les universitaires sont partie prenante, pour réfléchir à des systèmes vraiment apurés, sans oublier que nous sommes dans un environnement ouest-africain, africain, mondial, où nous avons à renseigner des indicateurs utiles au niveau mondial. Donc je pense que toute réforme devra passer par une concertation, mais au préalable, il faut nécessairement que les acteurs soient dûment informés et motivés pour comprendre quels sont les objectifs d'un système d'information. Je pense qu'il y a cette adaptation à faire pour qu'on puisse sortir de cette crise qui dure depuis trop longtemps. Dans le secteur de la santé, les conséquences sont palpables. La rétention des données sanitaires par les syndicats dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan d'action. Et cela interpelle les nouvelles autorités pour un suivi des accords et le respect des engagements de l'État. Daralpel, c'est un village très enclavé à cheval entre deux communes, Thiès et Kermousse. Au-delà de cet enclavement, les habitants rencontrent d'énormes difficultés pour se soigner. Et pire, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Certaines femmes accouchent dans les buissons faute d'assistance ou encore de moyens pour se rendre au niveau des structures sanitaires. Situation qui a poussé les responsables de l'université Ibader Thiam, non loin du village, à faire un geste. Ils ont construit un poste de santé et une maternité pour le village, nous dit Cheikh Anta Diop. L'université Ibader Thiam de Thiès a décidé de venir en aide aux villages environnants. Le village de Daralpel, qui a toujours été confronté à des problèmes de santé du fait de son enclavement, bénéficie maintenant d'un poste de santé moderne. Mamadou Babacar Ndiaye est le recteur de l'université Ibader Thiam de Thiès. Avoir une UFR des sciences de la santé à Thiès ne pouvait pas laisser impacter avec les villages environnants. Donc aujourd'hui, nous sommes très très fiers d'être là pour suivre l'état des travaux de mise en place du poste de santé avec des partenaires, sous la supervision bien sûr des autorités sanitaires. Cette dame, Aminata John, la responsable des femmes du village, évoque les difficultés qui ont toujours secoué le village. Parce que quand tu es malade la nuit, tu ne peux même pas y aller parce qu'il n'y a pas de route pour y passer. Les femmes accouchées dans les brousses. Il y a une femme qui est accouchée des jumelles il n'y a pas très longtemps ici à Daralpel. Ça doit cesser parce que nous sommes des êtres humains. Moussa Diaw, le directeur régional de la santé, insiste sur l'importance de ce poste de santé qui sera une structure d'application. Prévu effectivement que quand il y aura l'infirmière de poste ou bien donc la sage-femme qui sera ici, ce sera aussi un terrain pour le stage donc des agents qui viendront. Et à côté donc il y a toujours la référence pour pouvoir gérer les cas les plus compliqués, mais ça permettra toujours d'avoir un gain quand même sur la maladie. Les populations de Daralpel n'auront plus besoin de parcourir des kilomètres pour aller se faire soigner à Thiès, Pout ou Kermousse. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, partout, tout le temps.
Et nous reparlons du rapport 2022 de l'OFNAC, le riz de Mansour Faye qui revient. Dans l'affaire de la gestion des fonds force Covid-19 qui avait mobilisé 1000 milliards de francs CFA, eh bien, le ministère du développement communautaire dirigé à l'époque par Mansour Faye était chargé de l'acquisition de vivres et autres produits. Mais les auditeurs de l'OFNAC pointent la gestion de Mansour Faye, surtout dans le cadre du marché du riz. RFM a pu joindre l'ancien ministre Mansour Faye. Il se défend, il dégage en toutes ces accusations et dit n'avoir pas enfreint donc la loi. Mohamed Ali Mouba. Rien du tout, parce que j'ai rien à dire, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien à signaler. Mansour Faye préfère en rire, ne se reprochant rien. L'ancien ministre du Développement communautaire commence par d'abord dire n'avoir jamais eu affaire avec les enquêteurs de l'OFNAC. Non, moi j'ai jamais été ni appelé, ni convoqué, ni, disons, entendu par quelque entité que ce soit relativement donc au programme d'appui alimentaire donc du Covid-19. Jamais. Ni par l'OFNAC, ni par la Cour des comptes, ni par aucune autre institution. Jamais appelé, jamais entendu, jamais convoqué. Pour atténuer les effets de la Covid-19 sur les populations, le gouvernement du Sénégal a fait distribuer durant la période de la Covid-19 plus de 145 000 tonnes de riz. Mais dans un rapport de la Cour des comptes, la juridiction pointe des surfacturations. À l'époque, Mansour Faye a rejeté les accusations. Il continue de clamer son innocence. La seule entité qui en a fait part à ma connaissance, c'était la Cour des comptes, sur des supposées surfacturations qui n'existaient pas, puisque le référentiel évoqué par le vérificateur était un arrêté de 2013 qui était 4 en 2020. Donc en aucune façon, il peut y avoir des surfacturations évoquées à l'époque. À part cela, je n'ai pas entendu autre chose concernant donc l'opération de destruction de riz lors donc de la Covid. Question, Mansour Faye ne redoute-t-il pas d'éventuelles poursuites? Non, je ne peux pas faire l'objet de contrôle, ni de poursuites, ni de quelque contrôle que ce soit. Parce que moi, l'histoire de Covid, c'est très bien passé. Non, mais je suis là, je suis au Sénégal. J'ai une adresse. En tout cas, selon la presse de ce matin, les dossiers ont été transmis au procureur de la République qui devrait engager bientôt des poursuites pour tirer cette affaire et d'autres au clair. Mohamed Ali Mouba, sécurisation le long de la Falémé. Les opérations se poursuivent. À plusieurs sites d'orpaillage clandestins ont encore été démantelés à Ilimalo par les éléments de la brigade de gendarmerie de Saraya. C'est dans la région de Kédougou. 7 personnes de nationalité étrangère ont été mises aux arrêts. Elles sont poursuivies pour exploitation illicite de substances minérales et altération du domaine forestier. Ibrahima Diabakhate. Les opérations de démantèlement des sites d'orpaillage clandestins initiées par les forces de défense et de sécurité se poursuivent toujours dans le département de Saraya. Après celle survenue avant-hier à Sansamba, c'est au tour de Ilimalo, dans le Sirimana, de recevoir la visite des gendarmes. Sur place, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya, appuyés par ceux de la compagnie de Kédougou, ont neutralisé tous les occupants des lieux. Le bilan fait état d'un important lot de matériel saisi, composé de plusieurs motopompes et de groupes électrogènes. 7 ressortissants burkinabés ont été arrêtés. Ils sont poursuivis pour exploitation illicite de substances minérales et altération du domaine forestier. Ils seront déférés au parquet de Kédougou au terme de leur garde à vue à la brigade de gendarmerie de Saraya. Ces opérations de sécurisation vont se poursuivre dans la région de Kédougou, particulièrement dans le département de Saraya qui abrite l'essentiel des sites d'orpaillage clandestins. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. La Fédération des conducteurs de forage dans tous ces États, un mécontentement général des agents qui dénoncent un manque de statut, des conditions inhumaines de travail, entre autres. Plus de 2000 conducteurs de forage se sont réunis à Kaolack devant les journalistes pour alerter les autorités. Fassori Conté, le secrétaire général de la section de Kaolack, écoutez ce qu'il a dit à Fatoumo. Près de 2000 conducteurs de forage venus de tous les coins du Sénégal, de leur engagement, leur détermination et leur mobilisation. Dans un contexte marqué par un désespoir profond et quasi total des conducteurs de forage sous la direction des concessionnaires qui s'activent dans le secteur de l'hydraulique, à savoir le Flexo, Aquatec, Aquaren, COGES, SOGES, CO, Agifor, SDR. Leur inquiétude s'explique par l'absence de statut bien défini qui leur permet de profiler
un plan de carrière qui assure leur dignité. Les contrats des travailleurs qui sont sous forme de CDD, prestations de services pour certains, n'envisagent aucune possibilité d'avancement ni d'amélioration de situation au moment où certains d'entre eux ont totalisé plus de 30 ans de service. L'absence de bulletin de salaire, le manque de couverture sociale sont devenus inquiétants et exposent ces braves travailleurs à un avenir incertain. Les travailleurs n'ont aucun espoir de voir des versements de cotisations à l'IPRES en vue d'une pension à la retraite. C'est pourquoi les conducteurs de forage appellent à une large concertation entre employeurs, employés et le ministère de tutelle pour trouver des solutions permettant non seulement aux entreprises de s'aligner à la conformité, mais aussi d'installer les employés dans des correspondances à la direction de l'OFOR, etc. Malheureusement, toutes ces correspondances n'ont entraîné aucune réaction allant dans le sens de diligenter les solutions. Nous fondons beaucoup d'espoir sur le nouveau gouvernement pour que des solutions définitives et durables soient trouvées. La colère donc des conducteurs de forage qui se sont donné rendez-vous à Kaolack. Autre colère, cette fois-ci à Mbour, avec les transporteurs qui ont organisé un rassemblement au niveau de la gare routière. Ils dénoncent la concurrence jugée déloyale des véhicules de transport appelés Wargaïndé. Des transporteurs qui, selon eux, exercent en toute illégalité. Ces chauffeurs de Mbour interpellent les nouvelles autorités en charge du secteur. Mbahan Gomis, le président du syndicat des transports routiers du Sénégal, au nom de ces chauffeurs qui ont organisé un rassemblement à la gare routière de Mbour. La souffrance qui est là, qui est d'ordre général, que personne ne peut nier, c'est la présence massive des Wargaïndé, des véhicules particuliers qui n'ont pas la vocation ni les prérogatives de pouvoir exploiter le transport public des personnes. C'est des véhicules qui ont pour vocation d'assurer le déplacement de leur famille domestique. Ils n'ont pas le droit de signer un contrat sur résultat avec un client. Ils peuvent amener des personnes. C'est pas interdit, puisqu'ils ont seulement la carte grise qui a pour une durée de visite de 1 an. Ils ont l'assurance qui n'est pas l'assurance bleue, qui est l'assurance jaune, qui est une assurance domestique. Le chauffeur est mis du poids léger ou du poids lourd, même s'il détient la catégorie D. Mais ça ne lui donne pas droit pour pouvoir conduire un véhicule qui a une licence de pouvoir exploiter le transport de personnes sur le plan urbain comme sur le plan interurbain. Le propriétaire également qui est propriétaire du véhicule n'est pas agréé puisqu'il n'est pas détenteur d'un agrément délivré par l'État sénégalais. C'est un danger en permanence. C'est de l'insécurité totale à l'égard des voyageurs qui voyagent à bord de ces véhicules. Parce que c'est l'État qui est responsable de réguler le Sénégal. C'est l'État qui est le responsable suprême pour pouvoir enlever ce qui est mal et pour mettre ce qui est bien. Pierre Mbahan Gomis, le président du syndicat des transports routiers du Sénégal. La loi portant baisse du coût du loyer. La commission mise en place à cet effet peine à assurer le suivi sur le terrain faute de moyens financiers. À ce jour, près de 3500 plaintes de locataires ont été déposées sur la table du procureur de la République et d'autres organisations de défense des locataires demandent au nouveau chef de l'État de construire des logements sociaux. Omar Mbow. Le décret du chef de l'État sortant portant baisse du loyer n'a servi à rien. Résultat, les locataires galèrent toujours. Nous avons reçu environ 3918 plaintes sur le loyer. L'autre difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui sont menacés d'expulsion. Le loyer est un secteur sans foi ni loi, puisque des bailleurs refusent catégoriquement de respecter la baisse. Le pire est que la commission chargée de voler au secours des locataires avoue être vulnérable. Momar Ndaw est le président de la Commission nationale de régulation du loyer à usage d'habitation. Nous n'avons pas tous les moyens qui nous permettent de pouvoir agir le plus amplement possible. Les régions sont encore toujours à l'état de léthargie parce que les budgets ne sont pas encore disponibles. Il faut dire aussi que nous aurions souhaité avoir du personnel suffisamment qui pourrait aller sur le terrain faire des vérifications, des surfaces corrigées, etc. Des vérifications de conformité par rapport aux prix qui sont pratiqués et tout cela. Mais jusqu'à présent, du fait du manque de ressources, nous travaillons uniquement sur ce qu'on appelle les traitements des réclamations. Le revenu des locataires continue à se dégrader. Ils sont dans l'impasse. Pourtant, ils semblent détenir les clés pour une solution. Ainsi parle le président de l'Association pour la défense des locataires. La digitalisation est le seul moyen de régler définitivement cette question-là. On a des partenaires qui ont travaillé et qui ont fini évidemment de ficeler le projet qui, s'il est appliqué correctement, cette page de la lancinante question
de la cherté du loyer sera complètement tournée. Il faut en finir avec les décrets et aller vers le concret, invite du président de la Fédération de l'Agence des courtiers immobiliers du Sénégal. Mais l'État est beaucoup plus puissant que les propriétaires privés. L'État détient les terres de Dakar. On a l'aéroport, on a la bande verte. L'État n'a qu'à construire des immeubles là où les propriétaires privés louent à 400 000. L'État les propose à 200 000. C'est ces propriétaires privés qu'on a ici qui travaillent et qui ont construit leur propre immeuble. Tu ne peux pas les imposer de louer à tel ou tel montant. Le chef de l'État est interpellé sur la situation des locataires. La réglementation du secteur est plus que jamais nécessaire. Omar Mbow, merci, midi 20. Et nous reparlons de ces criquets pèlerins qui ont envahi les terres à Kaffrine. Le chef du service de la base DPV de Nganda rassure les agriculteurs. Selon Abdoulaye Sen, plus de 1000 hectares ont été déjà traités. L'assurance agricole, justement, elle permet de protéger les exploitants contre plusieurs risques qui pourraient mettre en mal leur production. Malheureusement, elle est presque méconnue dans plusieurs localités du monde rural. C'est le cas par exemple à Kolda où peu de producteurs ont souscrit à cette assurance agricole, un taux de pénétration très faible. Il faut donc une campagne de sensibilisation auprès des producteurs. Abdoulaye Diallo. Si le taux de pénétration de l'assurance agricole estimé à seulement à 4% au niveau national, à Kolda, le taux est en deçà de cette estimation selon Ousmane Diallo, coordinateur du projet Résilience Sokodevi basé à la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. On a un niveau de pénétration très faible, vu en fait, si on regarde un peu la population, on est aujourd'hui 18 millions de Sénégalais où pratiquement les 70% c'est des agriculteurs, mais notre taux de pénétration sur le plan national n'excède pas un peu les 4%. Donc pour dire qu'il y a un travail aujourd'hui à faire au niveau de la compagnie, mais également il y a un travail que l'État du Sénégal aussi doit faire pour accompagner la compagnie nationale d'assurance agricole. Des régions comme Kolda, les producteurs n'ont pas encore la culture de l'assurance. Du point de vue culturel, déjà, cette faiblesse, les producteurs ne connaissent pas. D'accord ? Culturellement, la population sénégalaise ne connaît pas l'assurance, mais également, il y a des problèmes d'acceptation et de compréhension par rapport à ce produit-là. Malgré cela, les rares producteurs qui avaient contracté avec des assureurs ont bénéficié d'une indemnisation. Ce qui nous concerne ici dans l'atelier de résilience, c'est pratiquement plus de 15 millions qui a été distribué comme commission, mais également comme indemnisation au bénéfice de ces coopératives. La sensibilisation est une étape importante pour amener les producteurs koldois à aller en masse vers l'assurance agricole. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Détier. Merci Barthélémy Ngom. Le président Mohamed Ould Ghazouani, candidat à sa propre succession en Mauritanie. Dans une lettre ouverte aux Mauritaniens, le président en exercice déclare répondre à l'appel du devoir et au souci de continuer à servir ses concitoyens et à servir leur cher pays. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani promet de consolider l'unité nationale, d'améliorer les conditions de vie des plus démunis, de garantir la sécurité et la stabilité du pays et de lutter contre la corruption et le détournement des fonds publics. Pour le moment, une dizaine de personnes ont annoncé leur candidature. Parmi elles, le député et opposant Biramda Abeid, arrivé deuxième lors de l'élection présidentielle de 2019. Le Conseil constitutionnel va officialiser fin mai la liste de ceux qui seront autorisés à se présenter. L'élection présidentielle mauritanienne est prévue le 29 juin prochain. BBC et Voice of America suspendus au Burkina Faso. Suspendus pour avoir couvert un rapport de Human Rights Watch sur un massacre de civils perpétré par l'armée. Le porte-parole du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a déclaré hier soir que les 2 stations de radio seraient suspendues pendant 15 jours. Salimata Aou. La décision a été rendue publique hier à travers un communiqué. Le Conseil supérieur de la communication souligne que ces médias ont diffusé sur leurs ondes et plateformes numériques un article accusant l'armée burkinabé d'exactions sur les populations civiles. Le texte signale que ces accusations font suite à la publication d'un document de l'ONG Human Rights Watch sur son site internet. En plus, le CEC dit avoir découvert dans le contenu de l'article plusieurs déclarations
déclaration péremptoire et tendancieuse contre les FDS du Burkina sans fondement. Conséquence, le CSC a pris la décision de suspendre les programmes des 2 radios internationales pour une durée de 2 semaines à compter de la notification de la dite décision. Il a aussi ordonné de suspendre l'accès au site internet de la BBC, de la VOA et de Human Rights Watch à partir du territoire national et a averti les autres réseaux médiatiques d'éviter de rapporter cette histoire. Selon le rapport publié jeudi par Human Rights Watch, l'armée a tué quelques 223 civils, dont 56 enfants, dans des villages accusés de coopérer avec les djihadistes. Dans un article de presse faisant état de suspension, VOA déclare maintenir ses reportages sur le Burkina Faso et a l'intention de continuer à couvrir pleinement et équitablement les activités dans le pays. En Tanzanie, le Premier ministre a annoncé hier que les inondations ont tué au moins 155 personnes et fait plus de 200 000 sinistrés, soit plus du double du nombre de morts rapportés il y a 2 semaines, alors que les précipitations augmentent. Plus de 50 000 foyers ont été touchés et des centaines de personnes ont été blessées. Selon le chef du gouvernement, ce cataclysme serait dû au phénomène climatique El Niño qui aurait aggravé la saison des pluies en cours, provoquant des inondations, des glissements à terrain et détruisant des routes, des ponts et des voies ferrées. Pour terminer, la guerre au Proche-Orient, au moins 3 personnes tuées ce vendredi dans le bombardement d'une maison dans la ville de Gaza par des avions israéliens. Une information rapportée par l'agence France Presse, dont le journaliste présent sur le terrain dit avoir vu des appareils israéliens tirer des missiles sur une maison du quartier Al-Rimal et les corps d'un homme, d'une femme et d'un enfant extraits des décombres. Merci beaucoup Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, recrudescence des accidents de la route. Quelle solution pour arrêter l'hécatombe? Le prétexte, l'accident de Yamong dans le Koungheul qui a fait près de 15 morts. Débat avec nos 2 intervenants. Nous serons avec Cheikh Omar Gaye, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, la NASER, et Abdou Karim Diop, expert en accidents de la route, auteur de l'ouvrage intitulé « Les accidents de la route au Sénégal ». RFM Sport. Le sport avec Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Parlons d'abord de la 21e journée de la Ligue sénégalaise pour ouvrir ce journal des sports. Une 21e journée avec plusieurs belles rencontres, mais également avec cette lutte qui continue pour le haut du classement dominé par Teungueth FC. Cheikh Tidiane Diagne a parcouru la programmation de la Ligue professionnelle et nous en fait une synthèse. Toutes les rencontres vont se dérouler le dimanche et à la même heure. La raison, la saison tire à sa fin et la course pour le titre et le maintien fait rage. Il faudra préserver l'équité sportive et éviter tout calcul. Ainsi, Teungueth FC, actuel leader de la Ligue 1, croise à la maison la Sonacos de Diourbel qui semble avoir réussi le maintien. Le dauphin, Guédiawaye Football Club, largué de 5 points, aura la difficile mission de jouer un de ses meilleurs challengers, la Linguère à Saint-Louis. Le Giraffe, sur la 3e marche, sera en danger chez l'un de ses plus farouches adversaires, Ice Pekin, dont l'ambition est de supplanter les Médinois et rejoindre ainsi le podium. Au bas du classement, Djambar et Diamono de Fatick vont se livrer en duel à mort pour s'éviter la relégation. Le premier Fatikois devance de 5 longueurs les pensionnaires de Sali, Lanterne Rouge. Une des attractions du football local, Génération Foot, Casa Sport de Ziguinchor, respectivement 10e et 11e à égalité parfaite de points, 21 pour chaque formation. Dans le ventre bon du classement, Union Sportive de Ouakam va croiser le fer avec Dakar Sacré-Cœur. Les insulaires de l'Union Sportive de Gorée, qui ont réussi le maintien, s'opposent au stade de Mbour mal en point, car occupant l'avant-dernière place. Voilà, c'était donc Cheikh Tidiane Diagne et puis l'AS Douane qui dénonce Malal Diagne Junior la programmation des rencontres du championnat à l'approche de la balle. L'équipe championne du Sénégal a été déclarée forfait hier à l'occasion donc de l'actuelle journée du championnat national, puisque l'équipe de l'AS Douane est en regroupement fermé à Salé pour préparer la Basketball Africa League, 3e participation du club vice-champion de cette compétition initiée par la NBA. La Fédération sénégalaise de basketball a également réagi sur le CAM, a recueilli les avis des uns et des autres. Nous l'écoutons.
À une semaine du démarrage de la conférence du Sahara, la représentante du Sénégal pour la BAL est déjà en regroupement. Donc, inadmissible selon l'entraîneur des Gabelous de poursuivre les matchs du championnat, Mamadou Gueye Pabi. C'est vraiment triste et pathétique parce que nous devions travailler en étroite collaboration avec la fédération. Et à chaque match avancé, nous avons eu à discuter avec eux pour leur faciliter le travail. Et c'est la première fois qu'on ne nous a pas avisé. Ils ont fait leur programmation. Et c'est vraiment dommage. Il ne devrait pas se passer comme ça. Mamadou Gueye Pabi est revenu sur la liste des joueurs pour la saison 4 de la BAL. Je ne suis pas aussi dans l'émotion. Maintenant, j'ai tout fait pour prendre le maximum de local possible. Mais je me suis rendu compte qu'au niveau local, on n'était pas bon. On gagne certes nos matchs sans véritablement convaincre. Raison pour laquelle nous avons essayé de trouver des joueurs un peu partout ici en Afrique, que des Sénégalais et des Africains. Parce que la BAL aussi est une compétition africaine, la NBA est une compétition américaine. Mais pourquoi pas valoriser nos fils africains pour qu'ils compétissent à ce championnat. J'espère que nous avons fait le bon choix. Espérons juste qu'ils rentrent dans le moule le plus rapidement possible. Pour l'heure, seul l'international ivoirien Mike Fofana manque à l'appel. Ce dernier va rejoindre le groupe ce week-end, selon l'entraîneur des Gabelous. Du côté de la fédération, joint par téléphone, le chargé de la programmation souligne que la fédération, dans sa logique d'accompagner l'AS Douanes, va annuler le forfait d'hier face à l'UGB. Sur le Tcham, nous parlons de la Basketball Africa League toujours, mais de la conférence du Nil qui se joue au Caire en Égypte. On joue les dernières journées aujourd'hui et demain. L'un des envoyés spéciaux du groupe Futur Média sur place nous fait le point de cette compétition. Morba Senia. La conférence Nil de la Basketball Africa League joue sa 5e journée aujourd'hui vendredi au complexe sportif Hassan Mustafa du Caire. À 14h, Bangui Sporting Club 3e 6 points va croiser City Oilers de l'Ouganda 4e 5 points. Le duel pour la première place de cette poule va opposer Al-Ahli Égypte 1er 7 points contre Al-Ahli Libye 2e avec 6 points. À noter, on n'a pas encore de qualifiés dans cette conférence Nil où toutes les 4 équipes sont en ballottage. Les journées de vendredi donc et de samedi seront décisives pour la qualification au Final 8 du 24 mai au 1er juin à Kigali. On a déjà 2 qualifiés dans la conférence Kalahari, à savoir FUS de Rabat du Maroc et Petro de Luanda de l'Angola. Des tickets seront distribués dans la conférence Sahara, prévue du 4 au 12 mai à Dakar, avec l'AS Douanes, l'US Monastir, Armée patriotique du Rwanda et Rivers Opus du Nigeria. Les 2 meilleurs 3e de ces 3 conférences, à savoir Nil, Sahara et Kalahari, se qualifient aussi pour ces finales. Rien n'est encore joué pour les équipes engagées dans cette compétition. Voilà Barthélémy, c'est tout pour les sports. Merci beaucoup Malal Diane Junior. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais tantôt, Tahaou Sénégal et le Parti Socialiste, ça travaille en coulisses pour un rapprochement. Khalifa Sall et Aminata Mbengue Ndiaye, rapporte la presse de ce matin, se sont vus. Cela pourrait être une bonne chose pour aller à la reconquête du pouvoir, selon certains analystes politiques, mais attention, ils alertent. Alerte donc sur une éventuelle guerre de succession ou guerre de succession. La coalition Benno Bokk Yakaar va sans doute en pâtir puisque tout le monde sait que le Parti Socialiste est une force politique de Benno. Seydou Nourouba. Des retrouvailles au sein du Parti Socialiste, inévitables depuis la défaite de Benno Bokk Yakaar. Hassan Samb, journaliste en politique. Il faut comprendre que c'est un peu la défaite de Benno qui a un peu précipité les choses. Selon Hassan Diombo Seck, chargé d'enseignement dans les universités, ces retrouvailles peuvent causer l'effritement de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le PS est un compagnonnage de longue date maintenant avec Benno, parce que quand ça fait plus de 10 ans maintenant, ça fait un long compagnonnage. Khalifa Sall et Tahaou au Parti Socialiste, c'est une bonne chose, mais attention à la guerre de succession. Hassan Samb. Même si Khalifa revenait, d'autres frustrations pourraient renaître. Je pense que quelque part, il y a les ambitions des uns et des autres. Mais c'est un parti quand même où on sait être raisonnable. Je pense qu'avec la discussion, avec bien sûr, si mettent en avant le fait qu'effectivement, même divisés, ils réussiront difficilement, véritablement, je pense qu'ils pourront s'entendre sur l'essentiel. Khalifa Sall et Barthélémy Diaz doivent d'ailleurs faire mieux de retourner à leur base, puisqu'à Yewwi Askan Wi, ce n'est plus le parfait amour. Hassan Diombo Seck.
Par contre, si on prend l'impact que ça peut avoir du côté de Yewwi Askan Wi, il faut voir que dans Yewwi Askan Wi, on ne pouvait plus considérer Khalifa Sall, on ne pouvait plus considérer Taxawu Sénégal dans Yewwi Askan Wi, qui intimement et considère toujours étant membre se considère comme toujours étant membre fondateur de Yewwi Askan Wi, et un Barthélémy Dias qui semble avoir une mitrailleuse pour tirer sur tout ce qui bouge au niveau de Yewwi Askan Wi. Donc un Barthélémy Dias qui, si l'on s'en fie véritablement à son comportement, mais on sait que véritablement que Taxawu Sénégal est sorti de Yewwi Askan Wi. Tourner la page et ensemble écrire une toute nouvelle page pour aller à la reconquête du pouvoir, le Parti socialiste pourrait bien travailler de l'avis de nos analystes. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La presse de ce matin largement revenue sur l'accident survenu à Yamong, c'est dans le Koungheul hier. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, cet accident tragique sur la route de Koungheul, une dizaine de morts. Après près d'un an d'une situation d'accalmie, les voilà qui reviennent en force ces accidents tragiques. L'Ange la mort reprend du service sur nos routes. 14 morts, presque autant de blessés. Vox Populi constate ce matin qu'à l'origine de l'accident du bus communément appelé horaire parti de Sicap Mbao pour Kédougou, il y a l'éclatement des pneus avant entre Badakhen et Yamong. Jeudi funeste du coup sur ça, le confrère a réussi à joindre le médecin-chef de l'hôpital de Kaffrine. Ce dernier confirme qu'il y a eu 14 morts, en tout 10 blessés graves, 44 légers et un besoin pressant de sang. Du côté du régime, cet autre besoin pressant de reddition des comptes qui fait rage. Après les rapports 2019, 2020, 2021, l'OFNAC sort son rapport d'actualité 2022. Sur ça rapporte que le faux et l'usage de faux dans un document administratif a été l'infraction la plus visée par les enquêteurs. Arrive en deuxième position l'escroquerie sur les deniers publics suivis de la mauvaise gestion, 14 cas, la corruption 10 cas, le détournement de deniers publics 2 cas, les litiges liés au foncier 7 cas devraient être conduits à l'abattoir du procureur, comme l'écrit le journal. Le maire de Sindia, Thierno Yagne, son collègue de Nindi Cheksek, l'édile d'Ungor, entre autres. Libé parle de Bamboula, des élus délinquants. Sur sa pointe aussi le riz distribué dans le cadre de la Covid-19. Revoilà Mansour Faye dans le mille en plein dans le panier. Bus les jours nous dit que le FNAC avait transmis son rapport au procureur en attendant à des suites judiciaires du rapport de la Cour des comptes. 13 rapports d'enquête déposés en 2022. Rémi Quotidien souligne que l'affaire Prodac est aussi citée, c'est-à-dire en tout et pour tout l'affaire Prodac et les fonds force Covid-19 sont le principal menu de Serigne Bassirou Gueye, le patron de l'OFNAC, ancien procureur de la République. Diomaye Faye, Ousmane Sonko et les débuts du Wahouachet, le reniement des frères jumeaux, le rétropédalage à 100 à l'heure sur l'appel à candidature au poste de DG ou autre, RTS Sport, CDC, SNHLM, APIX. Le partage du gâteau prend date, s'exclame le mandat pour le journaliste et analyste politique Issa Sall. Il faut y croire pour penser que cela va arriver. Walfadri parle en tout cas d'erreur de jeunesse. L'Obs y va presque cache avec cette question. Sonko, Diomaye, le reniement, premier chapitre du projet, à lire les avis divergents sur la question. Après sa déroute à la dernière présidentielle, Khalifa Sall va-t-il retourner à la maison du père? En tout cas, le patron de Taxawu Sénégal a pris langue, lui, avec l'actuel égérie du PS. Aminata Mbengue Ndiaye, la réunification des socialistes et la marche relève enquête. Mon confrère note que Khalifa Sall a initié une rencontre avec la secrétaire générale du Parti socialiste. On est en train donc de travailler à la réunification des socialistes, révèle une source contactée par le journal. La gauche sénégalaise ne veut plus jouer les seconds rôles sur le marché politique. Dans le journal Les Échos, Macky Sall si loin, si près de ses alliés. Le journal note qu'il appelle au téléphone constamment certains de ses alliés. Lors de la réunion des députés de Benno, il a demandé que le téléphone soit mis en mode haut-parleur et leur a parlé tous. Les réactions des familles des victimes de violences préélectorales au sujet bien sûr de la probable indemnisation évoquée par le gouvernement. Dans Vox Populi, on nous dit oui, mais la justice d'abord. Selon Maître Amadou Ali Kane, il faut privilégier un mécanisme de réparation des préjudices. Dans le journal Le Témoin, cet effet Diomaye, la diaspora sénégalaise qui se bouscule à l'aéroport pour fêter la Tabaski. Ils sont de retour, les émigrés. Beaucoup d'entre eux étaient, vous le savez, fichés pour activités subversives. Ils vont donc fêter la Tabaski au Sénégal. C'est le retour au Berkaya.
À la une du journal Stade quotidien, compétitif à Everton, son club, Gana Gueye, peut-il redevenir titulaire en sélection Sainte-Roche? En une, le confrère qui vous explique tout en page intérieure dans le journal Stade quotidien. Toujours, infrastructure sportive, homologation des stades, des normes pour écarter Jeff et Djambar Sainte-Roche, le confrère. Azistal, encadreur à Djambar, dit que même si CRC est absent, rien n'a changé dans l'organisation. Bonne à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue, à présent, recrudescence des accidents de la route. Quelle solution pour arrêter l'hécatombe? Le prétexte de l'accident survenu à Yamong dans le Koungheul qui a fait près de 15 morts. Pour en parler, nous sommes avec Cheikh Oumar Gueye. Bonjour Monsieur Gueye. Bonjour Barthélémy. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer. Notre deuxième intervenant, Abdou Karim Diop. Monsieur Diop, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Barthélémy. Expert en accidents de la route, auteur de l'ouvrage intitulé Les accidents de la route au Sénégal. D'abord, la parole au directeur général de la Nazer, Monsieur Gueye. Apparemment, vous êtes sur les lieux de l'accident. Oui, tout à fait. Je suis sur les lieux de l'accident. Présentement Présentement, oui. Ok. Et alors, sur place, qu'est-ce que vous avez vu? Oui, bon, vous me permettez d'abord de présenter les condoléances du ministre Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, qui avait fait le déplacement hier nuit. Donc, à 2h, 3h du matin, il était déjà sur place. Il s'est déplacé à l'hôpital aussi pour s'enquérir vraiment de la santé et sa déclaration est passée sur cette antenne ce matin. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, les condoléances de l'État en général. Oui. Alors, le constat qui a été fait donc, dans les lieux de l'accident, déjà, si on prend l'infrastructure routière, la route, on voit que c'est un axe routier assez droit, assez dégagé, bien signalisé et vraiment très bien entretenu. Donc sur ce plan-là, la route est en bon état. La route est en bon état. En très bon état. La route ne peut pas être impliquée et les accotements sont respectés. Il y a des accotements de part et d'autre et la route n'est pas surélevée. N'est pas surélevée. Donc c'est pas un problème de la route. L'autre problème, j'ai fait le tour du véhicule. On a constaté effectivement les deux pneus avant éclatés. Donc, je pense que la cause d'accident, on a dit le pneu droit avant qui a éclaté. Et avant que l'autre n'ait le même sort, ce qui a causé une partie de contrôle donc, par le conducteur et le drame s'est passé. Alors, ça pose le problème de la pneumatique. Effectivement, la pneumatique parce que de deux choses l'une. La pneumatique, donc couplée avec l'excès de vitesse, à 7 heures de la journée, il faisait 19 heures et passé, donc il faisait pas encore nuit. Donc il y a l'excès de vitesse couplé avec l'état de la pneumatique qui peut effectivement engendrer un éclatement de pneus. Et apparemment, visiblement, donc c'est ce qui s'est passé. On a fait le tour du véhicule pour regarder visiblement donc tout ce qui est dispositif sur le toit, tout ce qui est aménagement à l'intérieur, les chaises, tout ça. Donc on voit que c'est un véhicule de 59 places donc sur la catégorie et aménagé dans le véhicule. Donc ça correspond au nombre aux chiffres en tout cas qui sont donnés donc sur les occupants. Mais se pose aussi le problème de contrôle technique. Le problème de contrôle technique pour dire que rappeler aux usagers que le contrôle technique n'est pas une fin en soi. C'est une vérification du véhicule à l'instant où ce véhicule est présenté donc dans les services. Mais justement, parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu de défaillance dans ce contrôle technique. Est-ce que le contrôle est rigoureux? Non, c'est pas une question de rigueur ou pas. Déjà, je disais, je poursuis l'idée que je développais. Je dis, même si le contrôle est rigoureux, c'est un véhicule. En instant T, tout le dispositif est normal. À T+1, étant un véhicule, le système de freinage peut défaillir. Le foyer lumineux peut défaillir. D'autres aspects du véhicule peuvent vraiment présenter des défauts. Il appartient au propriétaire du véhicule ou au conducteur du véhicule de procéder à l'entretien permanent de son véhicule jusqu'au prochain rendez-vous donc du contrôle technique. Bon, c'est vrai, il ne faut pas se dédouaner. Le contrôle technique, effectivement, est à améliorer et à généraliser comme ce qui se passe à Dakar avec le centre contrôle technique de Anne. Il est prouvé par les statistiques que les véhicules qui fréquentent le centre contrôle technique ne sont presque pas du tout impliqués dans des accidents mortels pour défaillance technique. Cela est important quand on sait que
70% du parc automobile du Sénégal est matriculé à Dakar, donc passe le contrôle technique à Dakar. Oui, parce que directeur, parfois, quand certaines voitures que l'on croise sur la circulation, on a tout de suite l'envie, l'impression de se poser la question où est-ce que ce véhicule s'est procuré une visite technique. Non, je le disais chaque fois. Le taux de fréquentation du centre de contrôle technique est de 62%. 62%. 62%. Ça veut dire que si vous prenez les véhicules qui sont immatriculés à Dakar, seuls 62% de ces véhicules-là passent au centre de contrôle technique. Tout le reste. Les 38 autres pourcents ne viennent pas. Donc se pose un problème effectivement de contrôle et un problème de fraude sur les titres. Ils vont frotter des titres, vous l'avez vu à longueur de journée, dans des différentes chaînes de radio. Et ça peut-être, il appartient aux forces de défense et de sécurité de faire le travail sur le terrain. Oui, ils vont faire le travail sur le terrain, mais ils ne sont pas assez outillés quand même, techniquement, pour savoir que ce titre-là est faux ou pas. Donc, c'est pourquoi, effectivement, on a initié des brigades de contrôle mixtes, couplées avec les techniciens du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, pour accompagner les forces de défense et de sécurité. Donc la NASER est en train de faire le travail. Vous l'avez vu. Hier et aujourd'hui, nous sommes en Bourg. La semaine dernière, nous étions à Thiès. Le mois de Ramadan, nous avons fait le travail avec la police et la gendarmerie. C'est le lieu de remercier le haut commandant de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale pour cette collaboration. Donc en brigade mixte, on est en train de travailler donc tous les aspects administratifs et techniques et la gendarmerie et la police sur les aspects infractions. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous tout à l'heure, directeur Cheikh Oumar Gaye, directeur de la NASER. Alors, Abdou Karim Diop, expert en accidents de la route, auteur de l'ouvrage Les accidents de la route au Sénégal. Le taux de mortalité routière au Sénégal est un des plus élevés au monde, avec 26,4% de décès pour 100 000 habitants, une situation qui constitue un drame humain et impacte lourdement notre économie à hauteur de 2% environ du PIB. Alors aujourd'hui, est-ce que les autorités mesurent un peu l'ampleur du phénomène? Tous vos auditeurs de la diaspora. Mais nous avons quelques soucis avec la liaison, Monsieur Diop. C'est le réseau qui fait des caprices. Oui, là c'est bon, allez-y. Là c'est bon. Vous m'entendez bien? Absolument, allez-y. Oui, d'abord, je vous remercie et mes salutations les plus distinguées à tous les auditeurs de la RFM, de la TFM d'ici et de la diaspora. Je salue également le directeur de la NASER, M. Cheikh Oumar Gaye, qui fait un excellent travail. Et à la suite du président de la République qui a eu à présenter ses condoléances et du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, M. Malick Ndiaye, qui s'est déplacé personnellement, nuitamment, alors pour aller présenter ses condoléances et rendre visite aux blessés. Et je m'associe à tout cela pour présenter mes condoléances aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux victimes. Vous l'avez dit alors tout à l'heure, les accidents de la route font des dégâts extrêmement grave, et non seulement dans le côté mais dans la humaine, parce qu'annuellement c'est 600 à 800, mais selon l'OMS, alors au Sénégal, on perd, suite à une mortalité routière, près de 4000 personnes sont tuées sur les routes sénégalaises, et ça c'est une véritable hécatombe. Il va falloir bien sûr qu'on prenne des mesures assez strictes pour quand même corriger cette situation-là. Pour en revenir maintenant à la situation d'aujourd'hui, donc à l'accident d'aujourd'hui qui a été occasionné, si mes dernières informations sont vérifiées sous réserve expertise que ça a été occasionné par un éclatement des pneus, mais c'est pas une première ici au Sénégal. D'abord, sur un plan purement général, il y a 1 milliard de pneus de la mort dans le monde. Et tout à l'heure, j'ai envoyé à un correspondant de la RFM et de la TFM, d'après les statistiques que j'ai pu agglomérer de 2017 à 2024, il y a eu quasiment 61 accidents mortels qui ont été occasionnés suite à un éclatement de pneus et ça a tué 229. Il y a 229 personnes qui sont tuées de 2024 à 2017. Sans compter les blessés qui se retrouvent avec un handicap. Oui, sans compter les blessés, c'est 229 tués entre 2017 et 2024. D'après les statistiques, bien sûr, parce que journellement, depuis 2017 jusqu'à présent, je suis régulièrement les accidents de la route au Sénégal et j'ai fait une cartographie quotidienne de ces accidents de la route-là de 2007 à 2024 et c'est une véritable hécatombe. Et les causes pour ce qui concerne les pneus, elles sont multiples. Voyez-vous d'abord, j'ai parlé tout à l'heure de 1 milliard de pneus de la mort qui circulent à travers le monde et quasiment c'est comme si on considérait notre pays comme des pays bien sous-développés comme étant la poubelle
du monde pour aller absorber tous ces pneus qui sont hors d'usage dans d'autres pays et qu'on consomme depuis sous les latitudes tropicales. Mais il y a d'abord la lecture de l'indice de charge des pneus, ça c'est extrêmement important parce qu'un pneu ne peut supporter n'importe quelle charge. Ça, c'est le premier élément explicatif. Le deuxième élément, c'est la vitesse aussi. Tous les pneus alors ne sont pas adaptés à rouler à n'importe quelle vitesse. Il y a cet indice-là qu'il faudra bien sûr surveiller. Il y a l'âge également aussi du pneu. Et tous ces éléments-là sont observables sur la boîte à gants du véhicule pour se faire une idée de l'indice de charge du pneu, l'indice de vitesse donc du pneu, l'âge alors du véhicule du pneu. Et tous ces éléments-là, c'est important. Sans compter maintenant le dernier maillon donc, de la chaîne, ce qu'on appelle ici sous les latitudes tropicales, le vulcanisateur. Mais ces gens-là, souvent, ils utilisent des instruments qui ne sont pas conformes aux normes techniques. Parce que pour acheter du pain, ou bien pour acheter par exemple de l'huile ou bien du riz donc à la boutique, il y a le ministère du Commerce avec la structure qu'on appelle l'institut de la métrologie qui vérifie la précision des instruments de mesure. Mais ici au Sénégal, on n'a jamais vu par exemple des vulcanisateurs contrôler pour voir est-ce que leurs appareils de mesure donc sont conformes alors à la norme. Est-ce que ces instruments-là sont précis? Et moi-même, monsieur Diop, j'ai fait le constat. Par exemple, j'ai eu à faire le tour de 3-4 vulcanisateurs avec l'appareil. Tantôt l'un me dit c'est 2 kilos, l'autre me dit c'est 3, l'autre me dit c'est 2,500. Finalement, j'ai dit mais attends, l'appareil, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, c'est pour ça que je disais que par exemple, pour acheter du riz, pour acheter de l'huile, on oblige le commerçant donc à se conformer à certaines réalités donc techniques. Mais ici, par exemple, sous une nature tropicale donc sénégalaise là, vous pouvez voir le bus qui a par exemple, comme ce bus-là, bon, le DG l'a dit tout à l'heure, bon, c'est quasiment, il a parlé de 59 places, mais selon certaines sources, alors il y a 68 personnes qui étaient dans ce bus-là. Et la modification également des porte-bagages et tout. Oui, et tout ça, donc, c'est toujours pour rester donc dans le chapitre alors des pneus. Alors, à ce niveau, mais tout à l'heure, vous parlez donc de ces pneus-là, avec des différences de pression, alors, d'un vulcanisateur, entre guillemets, alors, ça, c'est un problème. Si le pneu est sous-gonflé, c'est source donc d'éclatement. Si le pneu également est surgonflé, c'est source d'éclatement. S'il y a par exemple aussi un stationnement assez long de ce pneu aussi, c'est source donc d'éclatement. C'est ce qu'on appelle donc les voitures ventouses. Tout ça, c'est des problèmes. Ensuite, il ne faut pas oublier que par exemple, un pneu, on ne le gonfle pas à chaud, on le gonfle à froid. En tout cas, pas avant d'avoir roulé plus de 4 km. Tout ça, c'est un problème. Et le marché des pneus est libre donc ici donc dans nos pays-là, ce qui pose vraiment d'énormes problèmes alors à ce niveau. D'accord. Merci, M. Diop. Je reviens à vous tout à l'heure pour terminer. Alors, monsieur Gueye, directeur, à l'issue de l'accident survenu au mois de janvier 2023 dans cette même région de Kaffrine, eh bien, les autorités d'alors, le régime sortant avait annoncé plusieurs mesures qui a fait susciter d'ailleurs une polémique avec les acteurs. Qu'en est-il de ces mesures? Merci. Bon, je salue mon grand frère Abdou Karim, qui fait un travail très important dans le domaine de la sécurité routière et de le féliciter pour son apport qui nécessite d'apporter dans la réflexion pour la lutte contre la sécurité routière. Vous m'avez dit effectivement, après l'accident de l'accident de... Directeur, est-ce que vous pouvez le déplacer parce que là, le réseau commence à faire des caprices? Ah oui, c'est pas donc après l'accident de Sicile, vous l'avez dit, il y a à la suite du conseil interministériel, de janvier 2023, une mesure avait été prise. Une mesure d'application immédiate, tous ces mesures sont en cours d'application en ce moment, et l'interdiction de circuler pour les véhicules transports, la transport public de passagers entre minuit et 5 heures du matin, et donc la régulation du dispositif de changement des véhicules avec un tel 50 cm pour les véhicules, tout simplement. 50 cm pour les places sous 70 cm pour les militaires et 90 cm pour les bus, en attendant le démantèlement donc des porte-bagages suite au renouvellement à tout satisfaisant notre système de transport public passager comme de marchandises. Nous avions aussi l'indice de toutes les transformations, tout ce qui est Versailles, je pense que c'est ce sujet est en application. Donc, l'intensification du concours routier avec les forces de défense et de sécurité investissant dans le réseau routier. Malheureusement, directeur, nous avons quelques soucis avec le téléphone, le son n'est plus clair. De toute façon, on vous retrouve tout à l'heure dans le 13h, Cheikh Omar Gaye, le directeur général de la Naser. Toutes nos excuses, nous avons quelques soucis avec la liaison. Abdou Karim Diop, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, donc, merci beaucoup. Vous savez que cette taxe-là, c'est ce qu'on peut appeler le triangle des périphéries du Sénégal. Tellement c'est une zone qui est particulièrement accidentogène. Bizarrement. 32% des accidents se localisent au niveau de cette zone, mais l'accident n'est pas lié bidirectionnel. Allô? Oui. Allô, vous m'entendez bien? Oui. Cette fois-ci, je dis l'accident n'est pas lié au caractère bidirectionnel de la route. Et je dis qu'il y a des solutions qui peuvent être envisagées. Et parmi ces solutions-là, il peut y avoir des solutions conjoncturelles, des solutions techniques et des solutions globales. Pour les solutions, par exemple, conjoncturelles, vous vous rappelez que l'année dernière, le 9 janvier 2023, au sortir d'un conseil interministériel après l'accident de cyclo qui avait occasionné 45 morts selon des sources immédiates, 70 morts d'après vous, les sources donc l'observateur, il y a 22 mesures qui ont été prises et parmi ces 22 mesures-là, la mesure numéro 5, c'était un projet de texte dans les 15 jours à l'occasion de l'importation des pneus usagés, mais que je sache, bon, cette mesure-là n'a pas été donc traduite en concret. Il n'y a pas eu donc d'effet, voyez-vous. Et pourtant, il était prévu que cette mesure 5-là entre en vigueur dans les 15 jours suivant l'accident qui est survenu au début de janvier donc 2023. Et ensuite, il y a des solutions techniques. Et parmi ces solutions techniques-là, bon, vous savez que par exemple, dans certaines voitures, avec certains véhicules donc modernes, il y a des voyants pour contrôler la pression des pneus. Il y a aussi également des éléments pour l'indice de serrage des roues. Et même dans les véhicules les plus récents, il y a des pneus qui sont sans air, des pneus anti-corrosion. Et pour la petite histoire et l'anecdote, rappelez-vous l'accident du général de Gaulle donc, en 1962, il y a 2 pneus qui ont été donc frappés par 187 balles et pourtant ce véhicule-là est parvenu à rouler donc sur 9 km. Tranquillement. Et maintenant, sur les solutions globales, parce que là nous sommes rattrapés par le temps, juste en quelques secondes. Il y a la solution, il y a le tableau d'Abdon, il y a la conjugaison donc des efforts, la NAVER, la DGRT, la DGTD. Il y a également le projet PASTEF donc avec une vision sur un programme